Prévention, solidarité, accès aux soins, innovation. La Mutualité française présente. Et la santé, ça va ? Bienvenue dans Et la santé, ça va. En France, les plus de 65 ans représentent 13 800 000 personnes et près de 9 fois sur 10, on préfère vieillir chez soi. Pourtant, quand la perte d'autonomie s'installe, l'EHPAD apparaît souvent comme la seule solution, presque comme une fatalité. Alors, est-ce le cas ? Que penser de cette solution tant décriée suite à certains scandales ? Existe-t-il des alternatives à l'EHPAD ? Comment peut-on anticiper ces problèmes d'autonomie alors que l'on est en pleine forme ? C'est le sujet de cette émission. Vieillir autrement, quelles alternatives à l'EHPAD ? C'est tout de suite. Anne Souiris, bonjour. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris. Vous siégez à la Commission des affaires sociales. Vous êtes co-autrice d'un rapport d'information EHPAD, un modèle à reconstruire. Et Jean-Pierre Aquino, vous êtes gériatre, délégué général de la Société française de gériatrie et de géontologie. Vous êtes l'auteur de 2 rapports. Le premier, Anticiper pour une autonomie préservée, un enjeu de société. Et puis les innovations numériques et technologiques. Merci de participer à cette émission. D'abord, Anne Souiris, quand on parle d'EHPAD, on pense tout de suite à ce fameux livre qui est sorti en 2022, Les Fossoyeurs de Victor Castanet. C'était sur la maltraitance dans les EHPAD de la société privée Orpea. D'ailleurs, pour vous, qu'a révélé ce livre ? Et est-ce qu'on peut dire qu'en matière d'EHPAD, il y avait un avant et un après ? Alors d'abord, ça a permis quelque chose de très important, ce livre, c'est qu'on re-regarde la personne âgée dans sa vie quotidienne. Jusqu'à présent, on met les personnes âgées dans notre société complètement en dehors et on ne les regarde plus une fois qu'ils sont en EHPAD. Là, on les a regardés. Alors évidemment, on s'est aperçu que ça n'allait pas du tout et qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, un après. L'après, il est un peu comme le avant, hein. En vrai dire, ça s'est un petit peu amélioré sur ce qui était Orpea. Il y avait les scandales sur les opérateurs, mais il y a un petit peu plus de transparence, mais on est loin du compte. On n'a pas transformé comme on aurait dû faire et comme on doit faire les EHPAD. Jean-Pierre Aquino, d'abord un chiffre sur ces EHPAD. On y entre à l'âge de 85 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on repousse au maximum, qu'on n'anticipe pas et qu'on y va vraiment quand on y est contraint ? Vous avez utilisé le bon mot, le bon verbe, anticiper. C'est un exercice intellectuel extrêmement compliqué. Cela signifie qu'aujourd'hui, je dois me projeter dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais force est de constater que cette projection est extrêmement compliquée, parce que nous n'avons pas les éléments de construction de notre propre futur. L'anticipation, c'est aussi de se dire qu'on ne va pas être forcément l'objet d'une dégradation et d'une mise au banc. C'est aussi anticiper le fait qu'on peut rester, non pas devenir dépendant, mais rester indépendant et pouvoir agir, y compris quand mettre on a 90 ans. Mettre toutes les chances de son côté. Et oui, et de se dire qu'on peut avoir une vraie vie après 90 ans. Et que ce n'est pas seulement un objet d'aide, qu'on est comme dans l'hôpital et qu'on attend la mort. Donc je crois, vous savez, il y a un collectif qui s'appelle Tout sauf l'EHPAD. Et alors ? C'est intéressant. C'est des personnes déjà âgées. Ça dit quoi d'ailleurs de l'image qu'on a de l'EHPAD ? Ça dit ce qui est. C'est qu'on sait que c'est un peu la dernière demeure. Combien de temps, quand on entre en EHPAD, malheureusement, on y reste en moyenne ? Très peu de temps. Hein. C'est souvent 2-3 ans. Sauf que des personnes restent longtemps. Hein. Il en existe quand même qui restent longtemps. Et puis surtout, il faut se dire qu'on peut avoir des problèmes d'autonomie et avoir quand même une vie. Et c'est cette vie-là qu'il faut organiser. Alors d'abord, le problème, c'est quand la dépendance survient brusquement et qu'on ne l'a pas anticipé, comme vous disiez. Je vous propose de voir le cas de Michèle Foin. Elle a 80 ans, elle habite à Smarv, c'est dans la Vienne. Et à la suite de la perte d'autonomie de son époux, elle a été mise face à la douloureuse question de la vie en institution. On regarde ce reportage. Smarv, village de 3000 habitants dans la Vienne. Michèle en connaît toutes les rues, tous les recoins. Elle est née et a grandi ici. Je suis allée à l'école, je me suis mariée à Smarv. J'ai quitté Smarv pour Poitiers quelques années. Je suis revenue depuis un bon moment.
Ancienne aide ménagère, elle a loué pendant des années un pavillon dans ce quartier. Alors voilà, c'est la maison que j'habitais pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans. J'avais quelques belles fleurs et une belle clématite. Mais cette maison pleine de souvenirs, Michel a dû la quitter à contre-cœur il y a 2 ans. Elle n'était plus adaptée à son mari, amputé des 2 jambes suite à une grave maladie. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas la place pour un fauteuil pour qu'il puisse se retourner. Et après, donc, comme vous voyez, c'est une maison à étage avec la salle de bain et les chambres en haut. Donc, impossibilité d'y rester, vu l'état de mon mari. Une prise de conscience brutale sur le temps qui passe et sur la dépendance qui peut accompagner le grand âge. C'est d'autant plus difficile d'y penser qu'à 80 ans, Michel est en pleine forme. Tout comme sa sœur aînée, Noël. Salut! Comment vas-tu? Pour les 2 sœurs, difficile d'anticiper les problèmes. Bon, écoute, on va passer un petit moment. Je pense que je fais un peu la politique de l'autruche, ouais, parce que je me sens pas encore complètement concernée. Voilà. Vous vous sentez jeune? Oui. Vous savez, je crois qu'on reste jeune dans sa tête. On vieillit, hein. On vieillit, le corps le rappelle tous les jours, la mémoire qui fout le camp, enfin oui, il y a un tas de choses. Mais en même temps, j'ai l'impression que je suis encore un peu jeune en quelque part. Hors de question pour Noël de quitter sa maison qu'elle habite depuis 50 ans. Elle a pourtant bien conscience que chaque pièce peut devenir un piège. J'ai eu de nombreuses opérations, des hanches, et à la dernière, l'ergothérapeute est venue. Et elle m'a dit, Madame Michaud, votre maison, ouais, est super sympa, mais il y a des marches et il y a quand même les 4 marches de la cuisine dans lesquelles je me suis déjà étalée. Ben oui. Ouais, donc, ouais, c'est vrai. Difficile de se projeter ailleurs. L'EHPAD rime avec les dépendances lourdes. Alors, comme 80% des Français, Noël considère cette solution comme un ultime recours. Quant à Michel et à son mari, le problème vient du prix. Une maison de retraite pour une personne, je crois que dans les environs, c'est 2 600 €. Et ben voilà, c'est les retraites qu'on a tous les deux. Je ne sais pas, franchement, ce que l'avenir nous réserve. Hein. J'évite de me projeter trop loin dans l'avenir. Voilà. La dépendance, l'EHPAD, autant de sujets tabous que les 2 sœurs abordent aujourd'hui pour la toute première fois. Oui. C'est un moment très fort pour nous deux. Ça, c'est... Ouais. Je suis bien d'accord. Je pense. Aussi bien toi que moi. Anne Souiris, un sujet tabou. Vous avez vu, c'est la première fois qu'elles en parlent et immédiatement les larmes vous montent aux yeux. Moi, je les trouve merveilleuses, ces 2 femmes. Je trouve que moi, j'ai envie de leur ressembler à leur âge parce que, en vérité, elles sont heureuses d'être là. On voit qu'elles ont un bel environnement et qu'elles ont envie de vivre des choses. Et elles ont peur de quoi? Elles ont peur d'une rupture. Elles ont peur que tout s'arrête. Et notre devoir, nous, politique, c'est de montrer que ça peut ne pas s'arrêter. Jean-Pierre Aquino, quand on met de la chair, quand on voit l'émotion de ces 2 sœurs, on comprend qu'on n'ait pas envie de se projeter dans une EHPAD qui signifie le dernier voyage. Ce témoignage est particulièrement émouvant parce qu'il repose sur la réalité des faits, qui sont des contraintes à la fois psychologiques, des contraintes financières, des contraintes organisationnelles et qui touchent l'humain en plein cœur. C'est un sujet tabou, le grand âge. On n'a pas envie de se projeter à 85. C'est un constat, il faut se faire violence. Il faut se faire violence, mais il y a aussi des aléas qui malheureusement sont tout à fait imprévisibles. Une chute. De chute encore que l'on peut prévenir un certain nombre de situations de chute, qu'il existe des actions qui sont pertinentes et efficaces. Notre personne interviewée soulignait les risques de sa maison. Voilà un domaine particulièrement important. Est-ce que la salle de bain est à risque? Est-ce que la cuisine est à risque? Est-ce qu'on ne peut pas installer un chemin lumineux dans l'appartement pour conduire la personne la nuit aux toilettes? Il y a de multiples initiatives qui demandent une approche. Ça veut dire qu'à 60 ans, il faut se dire il faut que j'habite dans une maison où il n'y ait pas de marche et où la salle de bain soit au rez-de-chaussée et accessible, typiquement. Effectivement, j'ai des voisins qui abandonnent leur pavillon pour aller en appartement
alors qu'ils se projettent aisément, alors qu'ils n'ont que 70 ans. Alors, Anne Souiris, l'un des freins aussi à l'EHPAD, on l'a vu, c'est le prix. Michel Foin l'a dit dans le reportage, 2 600 € en moyenne par mois. Et encore. Alors que, encore, oui. et vous me dites, et encore, la retraite moyenne en France, 1 530 € brut. On n'y est pas ? On n'y est pas du tout. C'est un reste à charge complètement impossible pour les familles actuellement et qui est assez étrange parce qu'en fait, il n'est pas en relation avec les revenus des gens. C'est-à-dire que les cantines pour les enfants, c'est en relation avec vos revenus. Eh bien, pas l'EHPAD. Or, ça devrait l'être. Il y a des aides ? On devrait pouvoir... Il y a des aides, absolument. L'APA ? Quand même, bien sûr, en fait, il y a une aide sociale qui fait que vous pouvez à un moment donné être complètement pris en charge. Mais ça signifie quand même que, par exemple, en fait, il faut que vous vendiez tout ce que vous avez, puisque la réalité, c'est que c'est pas gratuit. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est possible à faire. Sauf que ça veut dire que on ne peut aller que dans le public. Ça veut dire que alors c'est ce que j'allais vous poser comme question pour bien qu'on comprenne. Il y a des EHPAD, il y a des structures publiques et des structures privées. Les structures publiques. Et dans les structures privées, il y a les structures à but lucratif, comme Orpea que dénonce M. Castanet, et des structures associatives qui ne sont pas du tout du même genre. Voilà. Les publics on vous demande combien ? C'est très abordable, ça. Elles sont c'est le même type. Non, quand elle parle de 2 600 €, ça peut aussi bien être dans le public ? Dans le public, absolument. Oui, tout à fait. Mais alors après, on a un reste à charge. Il y a une partie qui est prise en charge et une partie qui reste selon pour le coup, un certain nombre de critères. On parlait du scandale Orpea. Est-ce que la logique privée est compatible avec la dépendance ? Ou est-ce que le problème est ailleurs concernant Orpea ? Est-ce qu'être coté en bourse, c'est sain avec s'occuper de nos aînés ? Le problème, c'est d'arriver à avoir des dividendes sur la survie des gens, en fait. Et là, ce qu'on voyait sur Orpea, c'est qu'on leur diminuait par 2 ou par 3 leur portion alimentaire pour avoir plus de dividendes sur les actions. Donc oui, il y a un vrai problème. Alors moi, après, j'entends, quand on me dit « oui, mais on a besoin du privé lucratif parce qu'on n'a pas investi assez sur le public et sur l'associatif », oui, mais faisons-le. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, ce qu'on investit sur le public reste pour tout le monde, alors que ce qu'on investit sur le privé, ce qu'on fait en investissant et en donnant de l'argent à des structures comme Orpea, puisque c'est quand même complètement financé par le public, c'est qu'en réalité, c'est pas aux personnes âgées qu'on donne de l'argent. Est-ce qu'on pourrait faire un cahier des charges ? Vous parliez des portions réduites. Dans le cahier des charges, on met un minimum de portions. Ce qu'on a demandé, c'était une transparence complète sur l'ensemble des prestations et sur les dividendes aussi qui étaient donnés. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas une transparence complète. Et déjà, si en fait les familles pouvaient regarder exactement, et d'un point de vue financier, d'un point de vue prestation, l'intégralité, avant de mettre leur famille, je pense qu'ils le regarderaient. On agit dans l'urgence, c'est ce qu'on disait au début. Vous savez, c'est vrai, mais vous vous apercevrez qu'après le scandale de l'Orpea et après le Covid, il est resté à peu près 20% des places qui systématiquement n'ont pas été remplies parce que les gens ne veulent plus mettre leur famille et leurs personnes âgées à l'intérieur des EHPAD à cause de ça. Ils ont l'impression d'être maltraitants en le faisant. Alors qu'il y a des EHPAD vertueux, j'imagine quand même. Bien entendu. Et malheureusement, le scandale Orpea a déteint sur toute la profession. Bien entendu. Mais donc voilà, donc il faut vraiment regarder ça de près et se dire qu'il y a des possibilités vraiment pour transformer des EHPAD en vrais lieux de vie, y compris familial. Jean-Pierre Aquino. Je ne veux pas entrer dans le débat de savoir si verser des dividendes, c'est éthique ou non éthique, mais je voudrais simplement donner une information. Le rapport de la Haute Autorité en Santé qui a publié les critères qualité dans le secteur médico-social, qui arrive en premier, c'est le secteur commercial. En 2, c'est le secteur associatif, et en 3, les structures publiques. Donc là, c'est un fait tout à fait objectif. Le deuxième élément que je voudrais apporter, suite à Orpea, c'est le fait que les ARS ont visité les autorités régionales de santé ont visité tous les établissements. Et qui ont-elles découvert ? Alors, elles ont découvert un certain nombre d'anomalies, dont certaines relevaient du juridique, si je puis dire. 11% des EHPAD inspectés ont été jugés en situation dégradée. Voilà, exactement. Et il y a donc, au niveau de la prise de conscience des gestionnaires, grâce ou à cause
de ces contrôles, des réorganisations qui sont en cours. Enfin, je veux dire, cet après Orpea a des conséquences positive. Anne Souiris, vous qui connaissez bien le secteur, pour ceux qui nous regardent, pour soi-même d'ailleurs, quels sont les critères qu'il faut regarder et quels sont les conseils que vous apportez à ceux qui sont en train de chercher un EHPAD pour ses proches? Alors moi, je dirais que la première chose, c'est de voir combien il y a de personnel pour le nombre de personnes de résidents. C'est vraiment absolument essentiel. Nous, notre rapport, comme ça a été préconisé dans de nombreux rapports, c'est de dire qu'il faut 8 personnes pour 10 résidents. C'est beaucoup. Quasiment autant, quoi. Mais vous savez, ce sont des gens qui sont en grande dépendance. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, pouvoir laver la personne, l'aider à s'habiller, ça met du temps. Si vous n'avez pas de personnel, eh bien, vous allez mettre 5 minutes, mais la personne va être maltraitée. Voilà. Elle va être maltraitée. On va être obligé d'aller vite, on va être obligé enfin, vraiment de pas lui demander son avis sur rien et finalement de la mettre dans un état déjà de désorientation. Donc vous voyez, c'est pas rien. C'est la première chose, c'est quel est le personnel. Deuxième chose, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a comme activité, qu'est-ce qu'on fait avec eux. Et ça, il y a beaucoup d'endroits où il ne se passe plus rien, en fait, une fois que vous êtes dans l'EHPAD. C'est pas seulement la beauté du lieu. Il faut se méfier de ça. Avoir une activité, avoir du lien social, avoir un but dans la vie, c'est essentiel pour bien vieillir, Jean-Pierre Aquino. Alors, j'ai pour habitude de dire à des retraités qui se posent des questions sur leur avenir, mesurez votre électroprojectogramme. Alors ça vous paraît curieux. Le seul moyen de bien vieillir, ou un des rares moyens, c'est d'avoir des projets dans la vie. Le jour où on a des projets, tout va bien. Le jour où on n'a plus de projets, c'est un indicateur de mal-être. Ah ouais. Donc, pouvoir savoir de la personne ce qu'elle envisage, quels sont les projets, quelles sont les initiatives qu'elle veut prendre, c'est un ressort absolument fondamental. Il y a un deuxième sujet. Et c'est quoi des projets? Ça peut être, mais même s'occuper de ses petits-enfants, par exemple, ça veut dire... voyager, aller au cinéma, et ce sont des activités que l'on souhaite poursuivre. D'ailleurs, dans les actions de prévention, que dit l'OMS? L'OMS dit simplement, c'est pouvoir continuer à faire ce que l'on a envie de faire. Voilà comment la médecine des personnes âgées se doit d'être orientée. Et dans ICOP, qui est ce programme national... ICOP, voilà, alors je voulais en parler. ICOP, donc c'est un site, une application qui permet de s'auto-évaluer et de voir si on entre dans la dépendance, qui vous met une alarme en disant attention, il faudrait que vous agissiez parce que vous allez devenir dépendant si vous ne faites rien. Exactement, exactement. C'est un programme ICOP.fr. Hein. ICOP.fr, qui est dans la loi Bien vieillir, donc qui est en extension au niveau du territoire national et qui permet, avec des professionnels, de rechercher des indicateurs sur lesquels on va intervenir pour éviter de basculer dans la dépendance. Donc, cette initiative a en particulier pour objectif final pouvoir continuer à faire ce que l'on a envie de faire. Pour retarder la dépendance. Exactement. Alors justement, maintenir du lien social, maintenir une activité, maintenir un objectif dans la vie, plutôt que l'EHPAD, je vous propose de voir ce reportage qui parle du béguinage. Alors le béguinage, c'est quoi? C'est un habitat pensé pour vieillir chez soi en sécurité, mais sans institution. On regarde le reportage. Tiens, le journal, ouais. Michel et son mari ont trouvé une solution inespérée. Un appartement flambant neuf. Regarde les sports pour toi. Et moi, je vais regarder les gros titres avant de déjeuner. Tout y est pensé et aménagé pour faciliter la vie des personnes âgées, comme ces prises électriques à hauteur pour éviter de se baisser. Avec le petit truc là, qui permet d'enlever la fiche sans forcer. C'est enfantin, mais très pratique. Parce qu'il y a des fois des prises qui sont quand même assez difficiles. Dans les autres aménagements, il y a aussi le bandeau lumineux qui s'allume tout seul quand on passe devant le détecteur, ce qui permet, si on est un petit peu perdu dans la pièce, de se retrouver beaucoup plus facilement sans chercher la lumière. La douche et les toilettes sont adaptées. Les portes sont plus larges pour y circuler en fauteuil. Et le sol antidérapant. Il est très souple et si on tombe, on risque moins. Voilà, c'est pas comme un carrelage, c'est plus confortable. Même à marcher pieds nus, il est très confortable.
Les 15 maisons de ce quartier un peu particulier sont toutes construites sur le même modèle. De plein pied, sans escalier. Ce village d'un nouveau genre s'appelle un béguinage. Les logements sont accessibles sous conditions de ressources. Un couple ne doit pas gagner plus de 40 630 € net par an. À la manière d'une grande colocation, une salle commune est dédiée aux activités. On inspire et on souffle à chaque fois qu'on pose la jambe. Allez. Comme la gym le lundi. Le béguinage n'est pas un habitat médicalisé. La motivation première des locataires est d'être entourés. Comme Gérard, qui a vendu sa grande maison dans le Morvan pour venir ici. Un peu de solitude, évidemment, et puis beaucoup d'isolement. On a tous besoin de contact, de voir des gens, de parler. C'est indispensable. Ici, tout le monde est locataire. Ça y est, tu t'en débarrasses. Michel et son mari payent 698 € de loyer, charges communes comprises. Les habitants du béguinage se réunissent régulièrement pour décider des activités et élaborer ensemble des règles de vie commune, comme l'explique Anaïs, la coordinatrice vie sociale. Les réunions du bien vivre ensemble sont très importantes dans le sens où ça permet de un à tout le monde de se retrouver et aussi peut-être de temps en temps de parler de certains problèmes qui peuvent avoir lieu sur place. Par exemple les animaux, comment on met ça en place. Et nous avons notamment Mon quotidien au béguinage qui met en place les règles de ce béguinage qui a été écrit par les habitants. Michel et son mari trouvent ici un nouvel équilibre. Le béguinage, c'est un mode de vie rassurant et en même temps, ce n'est pas infantilisant. C'est-à-dire qu'on mène chacun sa vie, on est indépendant. Oui. Il existe déjà 11 béguinages de ce type dans toute la France. Une dizaine d'ouvertures est prévue pour 2026. Alors Anne Souiris, ça n'est pas infantilisant, ça n'est pas médicalisé. Votre regard sur cette solution, on a l'impression qu'on s'inspire là des modèles des Néerlandais ou d'Europe du Nord, où, aussi où l'on essaye de continuer à vivre sans... C'est pas une institution, c'est une vie normale. Oui, puis du coup, c'est pas de prévoir la dépendance, c'est de prévoir son indépendance dans le grand âge. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir que, de toute façon, dans les EHPAD actuellement, et c'est ce qui s'est passé depuis le rapport de M. Castanet et depuis le Covid, parce que le Covid a été aussi un grand traumatisme, quand même, de l'enfermement. Pourquoi ? L'isolement ? L'enfermement pendant le temps du Covid et la mort des personnes, massive quand même, sans qu'il y ait aucun entourage familial, de proches. Enfin, il y a eu une impression de la part des familles d'avoir abandonné leurs personnes âgées, d'avoir pas été là, de ne pas avoir vécu jusqu'au bout, et ils ne veulent plus le revivre. Enfin, c'est resté extrêmement traumatique. Hein. Mais quand même, maintenant, donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont cherché des alternatives et que depuis 2020, les gens vont en EHPAD quand il y a vraiment une grande dépendance qui s'est installée. Type Alzheimer, problèmes cognitifs lourds, avec vraiment des grandes difficultés. Mais cette solution du béguinage... Et ça, pour en revenir, donc c'est comment rester indépendant. C'est formidable. Moi, je le dis, c'est carrément formidable. Mais ça, c'est quand on habite à la campagne et quand on fait quelque chose entre soi. On peut tout à fait imaginer, en pleine ville, à Paris aussi, d'avoir des îlots à l'intérieur de la ville, qui soient comme ça, ou même des appartements qui sont organisés dans les différents quartiers pour que les gens puissent continuer à vivre dans leur propre quartier. Donc, je crois qu'il va falloir faire preuve d'imagination. Et ça, c'est déjà une belle preuve d'imagination importante. Jean-Pierre Aquino, on a entendu l'un des résidents qui a sauté le pas pour rompre l'isolement. Deux questions. Est-ce que l'isolement et la pente assurée vers la dépendance. Et en même temps, on se dit que c'est pas facile de se retrouver carrément en colocation. Là, il y a un côté Friends pour seniors. Alors, Friends, c'est très bien à la télévision. Oui. À 80 ans, 70 ans, c'est peut-être pas évident, non, de vivre les uns sur les autres comme ça. Alors, l'isolement est un facteur de risque majeur de la perte d'autonomie. On estime en France qu'il y a 500 000 personnes âgées en mort sociale, c'est-à-dire qui n'ont plus aucun contact avec qui que ce soit. Donc, il y a là, face à l'isolement, des mesures pratiques à organiser. Mais je voudrais aussi revenir sur ce qui vient d'être dit, à savoir que nous avons à imaginer
des alternatives à l'EHPAD. On a là un très bel exemple, mais on a aussi la possibilité, grâce à un texte de loi, la loi Elan, de développer des habitats inclusifs. Et je pense notamment à tout ce qui est fait à travers la France autour de la maladie d'Alzheimer, où il est possible de regrouper dans un pavillon de 6 ou 8 chambres, avec une salle commune, la participation d'un auxiliaire de vie, la contribution des familles, d'organiser une vie sociale qui va lutter contre l'isolement de ces personnes et qui va être... Attendez, mais dans un même pavillon, oui. On met les enfants, les petits-enfants? Non, uniquement les personnes âgées. Ouais. Par exemple, à Joué-en-Josas, il y a une très belle réalisation où il y a 8 chambres de personnes qui ont des troubles cognitifs. Qui ne se connaissaient pas forcément avant. Qui ne se connaissaient pas personnellement avant. Des parties communes, la présence d'une auxiliaire de vie et les familles qui s'impliquent dans cette démarche. Et là, en vous écoutant, me vient à l'esprit cette expérience suédoise qui s'appelle, alors je ne parle pas le suédois, Tubé ou Tube, où là, on a complètement revu le modèle de l'EHPAD, c'est-à-dire que ce sont les personnes âgées, les familles et les soignants qui décident de l'organisation avec une ouverture à la vie collective. Mais vous savez, au Danemark, parce que là, justement, on cite d'autres pays, parce qu'ils ont quelquefois de l'avance sur la France, et ils ont décidé un jour de fermer les EHPAD. Alors, quand on a dit fermer les EHPAD, on se dit, en fait, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait des gens? En fait, en vérité, ils n'ont pas fermé les EHPAD, ils les ont tellement transformés que ce ne sont plus des EHPAD. C'est-à-dire que ce sont des habitats vraiment collectifs, parce que c'est des immeubles avec plusieurs personnes, mais en même temps, ce sont des appartements indépendants, un peu comme dans cette question là, pour le béguinage, sauf que là, tous les EHPAD sont fabriqués comme ça, c'est-à-dire ce qui reste comme EHPAD. On a laissé les gens soit dans leur milieu social d'origine, soit ils sont là quand vraiment c'est plus possible, avec Alzheimer, avec d'autres sujets, mais ils peuvent venir avec leur famille, le petit-fils peut dormir là et continuer à continuer, il a le Wi-Fi, il a tout, il peut faire la cuisine. Enfin, vous voyez, c'est une organisation complète à l'intérieur même, donc qui est dedans et dehors. C'est ce qu'on avait proposé, nous, dans notre rapport, on a proposé d'ouvrir complètement les EHPAD sur l'extérieur. Alors, méfions-nous des problèmes d'image. Effectivement, il y a des difficultés. Effectivement, on peut faire mieux. Effectivement, ça a été le scandale. Effectivement, ça dysfonctionne. Mais il faut quand même positiver. Nous connaissons des établissements où la qualité est présente au quotidien. Et il faut éviter l'EHPAD bashing. Je pense, et là je ne suis pas là pour défendre la profession, mais il y a des établissements où il fait bon vivre. Un grand merci de nous avoir éclairé en tous les cas sur ces questions de dépendance, ces deux grands âges. Et pour aller plus loin, je vous signale ces deux sites d'abord pour-les-personnes-âgées.gouv.fr. C'est un peu fastidieux, mais vous y trouverez, c'est le portail officiel de l'État, vous y trouverez des informations sur les droits, les aides et les solutions d'habitat, comme le béguinage dont on vient de parler. Et puis je rappelle également le site dont vous avez parlé, Jean-Pierre Aquino, icop.fr, qui est une application numérique pour les plus de 60 ans d'auto-évaluation pour savoir où on en est soi-même avec les problèmes de dépendance. Et la santé, ça va, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette émission, à retrouver sur la plateforme publicsena.fr, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Prévention, solidarité, accès aux soins, innovation. C'était Et la santé, ça va? Avec la Mutualité française.